Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur les métriques pour Startup. Alors, les métriques pour Startup, c'est un sujet que j'ai un peu appris sur le tas il y a 6 ans maintenant, lors de ma première expérience entrepreneuriale avec Jump, que j'avais cofondé avec 3 autres associés en 2011, et que j'ai pu affiner au cours des années, et notamment chez Take It Easy, où j'étais en charge des coursiers, mais aussi et surtout de la BI interne de la boîte, donc chargé de tout ce qui était reporting et tous les dashboards, et donc de définition de toutes les métriques pour l'ensemble des managers de la société. Et j'ai continué à faire ce genre de choses chez Menu Nextdoor, mais aussi en conseillant d'autres startups, soit des startups qui étaient en processus de levée de fonds et qui avaient donc besoin de KPI et d'informations sur leur business pour pouvoir consolider leur dossier et le présenter à des investisseurs, ou tout simplement des startups qui étaient à la recherche d'informations pour prendre des décisions stratégiques sur les 12, 18, 24 prochains mois de leur vie. Et donc moi, c'est Tanguy Goretti. À la base, je suis un ingénieur en informatique. J'ai arrêté de coder assez tôt. En tout cas, je ne code plus à temps plein. Et ce qui m'intéresse, c'est essentiellement la partie business, ou en tout cas mettre la technique au service du business et donc faire ressortir l'information nécessaire avec des outils techniques pour prendre les meilleures décisions dans le business. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de me concentrer sur deux métriques qui sont pour moi essentielles à n'importe quelle startup web, le CAC et la LTV. Avec ces deux métriques-là, si on en a une bonne compréhension, on peut avoir une très très bonne vue globale de son business. Et c'est quelque chose qui, pour moi, doit être parfaitement maîtrisé par n'importe quel entrepreneur du web ou par n'importe quel fondateur de startup. Après le CAC et le LTV, on ira dans l'analyse de cohorte pour se donner un peu plus de granularité et affiner un petit peu l'analyse qu'on aurait pu avoir du CAC et du LTV. Ça nous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans son business et surtout de pouvoir s'améliorer au fil du temps. Ensuite, je vous donnerai quelques outils pour implémenter tout ce dont on aura parlé au sein de votre startup, donc des outils qui vous permettront de faire ça de façon très simple. Et bien sûr, tout au long de cette présentation, je vous donnerai des exemples de ce que ces métriques peuvent donner en pratique et de comment vous pouvez les utiliser pour gérer votre business. Alors, avant de commencer la présentation, je voulais juste m'assurer qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'essentiel. Donc, c'est très simple à l'heure actuelle d'avoir énormément de data. Il suffit, par exemple, de mettre un petit snippet de Google Analytics pour avoir accès tout d'un coup à énormément de données sur votre dashboard Analytics. Et vous allez pouvoir perdre énormément de temps dans ce dashboard en regardant énormément de choses, des métriques qui sont pertinentes, d'autres moins. Et il est aujourd'hui très très facile de se perdre là-dedans et de regarder des métriques qui, au final, ne vous apportent pas grand-chose. Donc pour moi, le CAC et LTV, c'est vraiment les deux métriques clés qui vont permettre non seulement de les mesurer, mais aussi d'apprendre pas mal de choses grâce à ces métriques-là, et surtout de prendre les décisions stratégiques pour votre société en se basant sur le CAC et sur les LTV et en se concentrant vraiment sur l'essentiel. Donc c'est très important de mesurer les bonnes métriques pour votre business et de ne pas perdre de temps avec des métriques qui ne sont pas pertinentes pour vous. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous rassure tout de suite, il y a uniquement 3 formules sur l'ensemble des slides et elles sont assez simples. Donc le coût d'acquisition d'un client, c'est quoi? C'est le coût qui est associé à chaque fois que vous réussissez à convaincre un client d'utiliser votre service. Comment est-ce qu'on le calcule? C'est assez simple, on va prendre toutes les dépenses marketing que vous avez eues sur une période de temps donnée, donc ici on va prendre un mois, et on va le diviser par le nombre de nouveaux clients que vous avez eus pendant cette même période de temps donnée, donc ici un mois. Qu'est-ce qu'on met dans ces dépenses marketing? À peu près tout, donc tout ce qui va être dépenses online et offline, donc Facebook Ads, Twitter Ads, Google AdWords, etc. Vous allez mettre tout ce que vous avez fait comme événements, comme flyering, ce genre de choses. Tout ce qui est PR, que ce soit une agence de PR externe ou quelqu'un qui s'occupe du PR en interne, tout ce qui est coût d'onboarding. Par exemple, vous avez un SaaS, et à chaque fois que vous onboardez un nouveau client, vous avez des personnes qui vont être responsables de cet onboarding et qui vont passer du temps pour onboarder vos nouveaux clients. Tout ça, c'est un coût, il faut le compter. Et évidemment, toutes les personnes qui auront fait la vente et qui auront fait le marketing pour avoir ces nouveaux clients. Et si en plus de ça, vous avez des commission fees, donc vous avez payé pour obtenir le lead, évidemment, il faut mettre dans les dépenses marketing. Si on prend l'exemple concret, on va prendre l'exemple d'un petit business SaaS qui vend des CRM à des startups. Ce business SaaS, il a 10 000 visiteurs par mois qui arrivent sur son site internet. 100% de ces visiteurs, on fait l'hypothèse que 100% de ces visiteurs viennent du SEM et qu'on paye 50 cents par clic pour avoir une visite.
On a un taux de conversion de 5% de ces 10 000 visiteurs vers le trial, de 10% du trial vers un account payant, et on a 5 personnes qui s'occupent full-time des ventes et du marketing. Ces personnes nous coûtent 10 000 € par mois. Si on fait notre petit funnel, au début du funnel, on a 10 000 personnes, il y en a 5% qui vont convertir en trial, donc 500, et de ces 500, il y en a 50 qui vont convertir en clients payants, donc ça nous donne le nombre de clients payants qu'on va pouvoir mettre dans notre formule. Et d'un côté, et de l'autre côté, pour les coûts marketing, on a tout ce qui est coût marketing SEM, donc les 10 000 fois 50 cents au coût par clic qui nous donne 5 000 €. Et puis on a le coût des HR qui est de 50 000 €. Alors quand on calcule un coût d'acquisition pour une boîte web, on va souvent le diviser en deux parties. On va faire un calcul sans les HR et un autre calcul avec les HR. Donc dans ce cas-ci, ça a donné quoi? Ça a donné 5 000 € divisé par 50, ce qui va nous donner 100 € sans les HR. Si on prend les HR, c'est 5 000 plus 50 000, donc ça fait 55 000 €, divisé par 50, ça fait 1 100 €. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction-là? Tout simplement parce que quand vous êtes dans un business web, la plupart du temps, vous avez un funnel de vente ou un funnel d'acquisition que vous allez pouvoir automatiser. Et donc au début, pas mal de choses sont manuelles, donc vont demander une intervention humaine, mais au fur et à mesure du temps, vous allez soit avoir des meilleurs outils pour vos sales, soit vous allez automatiser des choses dans votre process, et tout ça, ça vous permet de garder plus ou moins le même nombre d'employés, tout en ayant beaucoup plus de clients sur une même période de temps. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des business qui demandent beaucoup d'interventions humaines. Par exemple, pour des gros contrats, vous aurez toujours besoin de sales pour faire la vente sur plusieurs mois auprès des clients. Mais dans la plupart des business web, on fait la distinction entre les deux parce que ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est vraiment le CAC sans les coûts des ressources humaines parce que c'est celui-là qui va rester plus ou moins au même niveau alors que l'autre peut vraiment décroître dans le futur. Et donc, pour continuer sur le CAC, ce qui est super important, vraiment super important, c'est de traquer son CAC par channel d'acquisition. Donc, par exemple, la Jump. Donc, Jump, c'était un concurrent d'Uberpop qui était déployé en France, en Belgique, qui était la première société que j'ai créée. On avait 4 channels d'acquisition principaux. Le premier, c'était Facebook. Le deuxième, c'était les événements qu'on faisait. Et puis, on avait les partenariats payants avec, par exemple, des sociétés comme My Little Paris ou autres. Et on avait tout ce qui était parrainage, donc référal, on vous invitait sur l'application. Dans notre cas, les channels qui étaient les plus performants, c'était le référal et les partenariats payants qui avaient les meilleurs CAC, donc 5 € et 3 € respectivement. Mais il faut faire bien attention de ne pas seulement prendre en compte le CAC lorsqu'on va prendre les décisions pour faire son budget marketing. Si on se base uniquement sur ces chiffres, on pourrait dire qu'on met le paquet sur le référal et sur les partenariats payants parce que c'est ce qui va nous rapporter le plus de personnes. En pratique, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. La première, c'est que tous les channels d'acquisition ne scalent pas de la même manière. Donc vous allez arriver à certaines limites, par exemple, lorsque vous allez faire du parrainage ou des Facebook Ads, vous n'allez pas pouvoir toucher plus de personnes que le nombre qui se trouve effectivement dans votre target. Donc vous n'allez pas pouvoir onboarder 10 000 nouveaux clients par semaine, par exemple, juste avec du Facebook Ads. Et en plus de ça, le CAC est un premier très bon indicateur, mais il faut voir aussi comment est-ce que les personnes que vous avez convaincues, par exemple via le parrainage, vont utiliser votre application. Ça sert à rien de convaincre des personnes qui ne vont pas l'utiliser derrière. Pour ça, on a la deuxième métrique qui est l'autre métrique principale qui est le LTV. Le LTV, c'est quoi? C'est tout simplement ce que va vous rapporter un utilisateur tout au long de sa vie lorsqu'il est client chez vous. Donc jusqu'au moment où il va churner, jusqu'au moment où il va arrêter d'utiliser votre service. Alors la formule, elle est assez simple aussi. On va prendre ce qu'un utilisateur va dépenser sur votre plateforme. On va prendre la marge que vous faites par rapport à ces dépenses. Et puis après, on va le diviser par le churn rate que vous avez tous les mois. Donc pour un exemple pratique, sur Jump, un trajet moyen, c'était plus ou moins 12 €. En moyenne, un utilisateur faisait 2 trajets par mois, donc ça nous fait plus ou moins 25 €. Nous, là-dessus, on prenait 20%. 20% des 25 €, les 80% restants étaient redistribués aux conducteurs. Et on avait un churn de 5%, donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, il y avait 5% d'utilisateurs en moins pour une cohorte donnée. Si on fait ce calcul-là, on avait une LTV de 100 €, donc ça veut dire que tout au long de sa vie, un utilisateur va nous rapporter plus ou moins 100 €. Cette formule de LTV est relativement simpliste.
Elle vous donne néanmoins une compréhension rapide de ce que ça représente, mais il y a énormément de façons de calculer le LTV, j'y reviendrai par la suite, notamment avec les cohortes, mais au moins avec cette première formule-là, vous pouvez avoir une première bonne idée de ce que sera votre LTV. Et donc la métrique qui lie le LTV et le CAC ensemble, c'est quoi? C'est le CAC Payback Period. CAC Payback Period, c'est le nombre de mois dont vous avez besoin pour récupérer l'argent que vous avez investi pour amener l'utilisateur sur votre plateforme. Donc par exemple, vous avez payé 10 € pour convaincre un utilisateur d'utiliser votre produit. C'est le nombre de mois que vous allez devoir attendre pour récupérer ces 10 €. C'est super important et ça se calcule de façon assez simple aussi. Le CAC Payback Period, on va prendre le CAC, donc le coût d'acquisition, et on va le diviser par ce que va dépenser en moyenne l'utilisateur sur votre plateforme, et on va le multiplier par la gross margin. Donc en pratique, ça donne quoi? Si vous avez un CAC de 10 € et qu'en moyenne l'utilisateur dépense 25 € sur votre plateforme et que vous prenez 20% de ça, ça va prendre 2 mois pour récupérer votre CAC, donc ce que vous avez dépensé en marketing pour convaincre votre utilisateur d'utiliser le produit. C'est super important parce que sans le CAC Payback Period, vous pouvez avoir des business qui ont un CAC très faible et une LTV très élevée, mais qui vont mettre énormément de temps à récupérer leur mise de départ et donc qui vont avoir un besoin en financement très élevé. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais donc ces trois métriques ensemble vont permettre de vraiment avoir une compréhension globale de votre business et de mieux appréhender par exemple une levée de fonds. Les ratios clés pour un business web, c'est d'avoir un LTV qui est au moins 3 fois supérieur à un CAC. C'est une règle de base, après il y a plein d'exceptions. Et on recommande toujours d'avoir un CAC payback inférieur à 12 mois. Si vous pouvez avoir un CAC payback de 2 ou 3 mois, évidemment, c'est vraiment mieux et on le verra tout de suite à quel point ça a un impact sur votre besoin en financement. Maintenant qu'on a ça en tête, quand vous regardez votre business et que vous avez votre CAC d'un côté qui est très facile à calculer vu que c'est uniquement des coûts et c'est très factuel, et la LTV de l'autre qui est plus une hypothèse, mais en tout cas que vous pouvez déjà appréhender en regardant les premiers mois d'historique que vous avez sur votre churn. Si vous vous rendez compte dès le début que vous avez un CAC qui est hyper élevé par rapport à une LTV qui est hyper faible, vous n'avez pas un business model qui tient la route et il faut soit diminuer votre CAC, soit augmenter votre LTV. On verra après comment le faire, mais dans tous les cas, il faut vous poser les bonnes questions et voir si c'est une situation qui est temporaire ou si c'est une situation qui risque de durer, parce que dans ce cas-là, vous devez fondamentalement changer quelque chose à votre business. Dans l'autre cas, lorsque vous avez un CAC qui est bien inférieur à votre LTV, ben là vous avez un business model qui tient la route et vous êtes prêt, en tout cas vous avez les premiers éléments pour potentiellement lever des fonds et aller voir des investisseurs, car vous avez prouvé qu'en investissant 10 € par exemple en marketing, à la fin du compte vous allez récupérer une trentaine d'euros et que par exemple vous allez faire x3 entre le CAC et le LTV, et donc c'est un business qui, en tout cas sur le papier, a l'air d'être rentable. Mais ce qui est super important de prendre en compte, c'est le CAC payback. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une histoire de cycle. Comment ça se passe en pratique? Vous allez faire un budget marketing, vous allez investir en marketing, vous allez avoir un coût d'acquisition, et puis vous allez avoir une période où vous allez attendre en fait que votre utilisateur va vous rembourser entre guillemets votre coût d'acquisition. Cette période peut être plus ou moins courte, et puis une fois que cette période est terminée, vous allez commencer à finalement gagner de l'argent. Le profit maximal que vous pourrez faire, ce sera le LTV moins le CAC, donc ce que vous rapportera tout au long de sa vie l'utilisateur moins le coût d'acquisition. Et ces profits-là, vous allez pouvoir évidemment les réinvestir en marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre CAC payback est court, plus vous aurez de cycles où vous pourrez réinvestir en marketing et donc avoir une croissance plus importante, et donc grandir plus vite, et donc réinvestir encore plus vite. Donc c'est vraiment un cercle super vertueux qu'il faut vraiment comprendre, parce que le CAC et le LTV sans un CAC payback qui est court, c'est pas suffisant en tout cas pour aller voir les investisseurs, notamment pour la raison suivante. Si on prend un exemple d'un CAC payback de 5 mois, donc après 5 mois vous récupérez votre mise, versus un autre exemple où vous allez attendre 10 mois pour récupérer votre mise et que vous cherchez des fonds pour 12 mois, eh bien le montant que vous allez devoir lever pour atteindre les mêmes objectifs sera beaucoup plus important avec un CAC payback de 10 mois, pour la simple et bonne raison que vous allez faire beaucoup plus de cycles avec un CAC payback de 5 mois. Le CAC payback de 5 mois, si on commence à investir en janvier, c'est-à-dire qu'en mai, les utilisateurs de janvier vont commencer à rapporter de l'argent au business qu'on va pouvoir réinvestir.
En juin, les utilisateurs de janvier et de février commenceront à rapporter de l'argent. En juillet, ce sera les utilisateurs de mars avec les utilisateurs de février et de janvier, et ainsi de suite. Et donc on voit qu'on a vraiment un cycle où on va pouvoir réinvestir de l'argent et surtout où les gains des différents mois vont se cumuler. Alors que si on a un CAC payback de 10 mois, on va devoir attendre le mois d'octobre avant d'avoir ces premiers cycles, et donc on aura besoin de beaucoup plus d'argent pour atteindre les mêmes targets. Et donc forcément, qui dit plus d'argent dit une plus forte dilution auprès de vos investisseurs. Et donc c'est vraiment une métrique que vous devez maîtriser avant d'aller voir les invests, parce que ça va définir très clairement votre besoin en financement. Et donc, pour reprendre un peu la balance du CAC et du LTV, qu'est-ce qui va nous permettre soit de diminuer le CAC, soit d'augmenter le LTV? Eh bien, plein de choses. Et toutes ces choses vont pouvoir être mesurées avec d'autres KPI que le CAC ou le LTV, mais que j'expliquerai pas trop ici vu qu'il y en a énormément. Mais la base, évidemment, pour diminuer votre CAC, c'est d'optimiser votre channel de conversion. Donc d'utiliser les channels qui vont avoir un CAC le moins élevé tout en ayant une LTV la plus élevée possible. On va forcément utiliser des outils pour faire par exemple de l'A/B testing et d'améliorer notre taux de conversion sur les différentes étapes de notre funnel pour diminuer encore une fois le CAC. On va automatiser tout un certain nombre de choses. On va par exemple améliorer le targeting. Tout ça sont des outils qu'on peut utiliser pour diminuer le CAC d'un côté. Et pour la LTV, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais les trois points principaux pour moi sont le pricing. Donc pricer correctement votre produit. Et par exemple, dans le cas d'un SaaS, ça va être avoir des plans qui sont adaptés à l'utilisation de vos clients et qui correspondent vraiment à la valeur que vous leur délivrez. Et puis, vous avez tout ce qui est rétention. La rétention, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la LTV sur le long terme. Donc, un utilisateur va rester plus longtemps sur votre plateforme et donc va vous rapporter plus d'argent. Et puis, il y a la récurrence. Et la récurrence, elle fait deux choses. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer très rapidement. Parce que la récurrence, elle va non seulement augmenter votre LTV, mais elle va aussi et surtout réduire le CAC payback parce qu'un utilisateur va utiliser votre produit sur une période de temps de façon plus importante et donc va vous rapporter plus d'argent et donc réduire le CAC payback. Et évidemment, tout ce qui va être satisfaction client, c'est un impact direct non seulement sur la récurrence et sur la rétention. Par exemple, chez Jump, on savait que si un utilisateur avait une mauvaise expérience lors de son premier trajet, eh bien, il était très probable qu'il churn à la fin du mois et qu'il arrête directement d'utiliser le produit. Alors que s'il avait une mauvaise expérience, par exemple, au bout du 10e trajet, eh bien, c'est pas grave, il va continuer d'utiliser le produit. C'est ce genre d'insight que vous devez comprendre dans votre business pour après améliorer tout ça et au final augmenter soit votre LTV, soit réduire votre CAC. Maintenant qu'on a une notion de CAC et de LTV, on va regarder ce qui se passe au niveau des cohortes. Et les cohortes, c'est un outil qui va vraiment nous permettre de suivre le comportement au cours du temps d'un groupe de personnes et regarder comment est-ce qu'ils se comportent en utilisant votre application. Donc une cohorte, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune au cours d'un certain laps de temps. Cette caractéristique, ça peut être quoi? Ça peut être le channel par lequel ils sont venus sur votre plateforme. Donc par exemple, toutes les personnes qui sont venues en utilisant Facebook, toutes les personnes qui sont venues en utilisant le parrainage, ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez grouper par exemple ces personnes en utilisant la date à laquelle ils ont fait leur premier trajet. Et donc vous allez prendre toutes les personnes qui sont venues au mois de février, toutes les personnes qui sont venues au mois de mars, ainsi de suite. Et puis vous allez analyser un certain nombre de critères, par exemple la LTV, et vous allez regarder comment est-ce que cette cohorte va évoluer au cours du temps. C'est un outil super puissant parce que ça va vraiment nous permettre de mieux comprendre les différents impacts que vos décisions auraient pu avoir sur votre business et sur vos clients. Et ça va vous permettre de ne pas vous baser sur des moyennes, mais vraiment de voir de façon très très fine l'amélioration, en tout cas le comportement qui évoluera des différents groupes d'utilisateurs que vous aurez sur votre plateforme. Et donc concrètement, comment ça marche? Par exemple, si on va prendre toutes les personnes qui sont sorties de l'université de l'UCL en 2011, on regarde la première année combien ils ont gagné en moyenne pour leur salaire. Par exemple, en 2011, ils vont gagner 22 500 €. En 2012, ils vont gagner un peu plus de 28 000 €. En 2013, 29 000 €, etc. On va prendre cette cohorte-là et regarder comment est-ce qu'elle évolue autour du temps. Après, on va prendre une deuxième classe, la classe de 2011, et on va la mettre sur le même graphe. Mais pour pouvoir comparer la classe de 2010 et la 2011, on va enlever l'axe X
et on va mettre des années en valeur absolue, donc année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, et on va regarder comparativement 2011, après un an, combien est-ce qu'ils ont gagné d'argent, et là on voit qu'ils gagnent pratiquement 25 000 euros, puis après 2 ans, on voit qu'ils gagnent 27 000 euros environ, et puis très vite, ça monte vers 34 000, 42 000, et pour arriver à 50 000 euros après 5 ans. Si on compare ces deux cohortes, on se rend compte que pour les gradués qui sortent en 2011, ils ont en moyenne un salaire qui est bien plus élevé après 5 ans que ceux qui sont sortis en 2010 après 5 ans. Comparativement, ceux qui sont sortis en 2010, ils ont moins de 40 000 euros, alors que ceux qui sont sortis en 2011 ont 50 000 euros. Donc on compare vraiment un indice. Ici, c'est le revenu moyen, et on va regarder ça pour les deux cohortes. Et ici, on a groupé des étudiants qui sont sortis à une certaine année. Comment est-ce que ça se passe pour un business? Eh bien, par exemple, on va prendre tous les clients qui sont arrivés à une date précise, et on va dire, OK, tous les clients qui arrivent au mois de janvier, c'est une cohorte, tous les clients qui arrivent au mois de février, c'est une cohorte, mars, c'est une cohorte. Et puis on va regarder, en moyenne, combien est-ce qu'ils dépensent par mois sur notre application. Et on va regarder ça pour le mois 1, mois 2, mois 3, mois 4. Et on voit par exemple que dans cet exemple ici, après 6 mois, la cohorte de janvier, elle a dépensé pratiquement $1 000, alors que la cohorte d'avril, qui est tout en dessous, elle a dépensé un peu plus de $65. Et donc, ici, on a un business où, en moyenne, les gens dépensent de moins en moins. Et donc, il faut se poser pas mal de questions. Est-ce que c'est par exemple qu'en janvier, vous aviez uniquement des early adopters qui dépensaient énormément d'argent, et qu'en avril, vous avez beaucoup plus de gens maintenant dans cette cohorte par rapport à celle de janvier, et donc c'est pour ça qu'en moyenne, ils dépensent un peu moins? Ou est-ce que c'est parce que vous avez fait un changement dans votre produit qui diminue la rétention? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes une marketplace et d'un côté, vous avez des drivers et la qualité de vos drivers ont baissé au cours du temps, et que donc les premières expériences des personnes qui sont arrivées en avril par exemple ont été moins bonnes, et donc ils utilisent moins votre produit? C'est vraiment ces questions qu'il faut comprendre et auxquelles il faut répondre pour pouvoir être sûr qu'on est sur la bonne track, et que tous les changements qu'on fait apportent une amélioration, et que globalement les gens vont dépenser plus et pas moins. Et donc pour prendre un exemple super concret, avec Jump, on avait ce slide dans notre présentation pour les investisseurs, où on avait 3 cohortes qui avaient des durées de vie complètement différentes. Donc on avait la plus vieille des cohortes qui avait pratiquement 18 mois de durée de vie, qui dépensait pratiquement 100 euros sur la plateforme après 18 mois. Mais ce qu'on voyait surtout, c'est que les cohortes les plus récentes étaient au-dessus. Et ça, c'est vraiment un bon signe, parce que ça veut dire que même en grossissant, donc même en onboardant de plus en plus de nouveaux clients, eh bien, ces nouveaux clients en moyenne dépensaient de plus en plus sur l'application. Donc c'est vraiment le signe d'un business sain. Et pour faire le lien avec toutes les notions qu'on vient d'avoir ici, la cohorte la plus courte, qui est la cohorte au-dessus, c'est la cohorte d'août. Et donc cette cohorte-là, en moyenne, ils dépensaient 45 euros après 4 mois. On avait un coût d'acquisition en utilisant le parrainage qui était de 5 euros, on prenait 20%. Et donc ça veut dire qu'on avait un payback time qui était un peu supérieur à un mois. Ce qu'on voit sur la cohorte la plus courte, qu'après un mois, on est déjà pratiquement au-dessus de 25 euros. Donc 20% de 25 euros, c'est 5 euros, c'est notre coût d'acquisition. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de gagner de l'argent dès le deuxième mois. Et en plus de ça, si on extrapole un peu, on voit que la LTV de ces utilisateurs, elle va être bien supérieure à 100 euros, et que donc on va avoir un business qui va avoir un LTV, un rapport CAC LTV de 4 ou 5 fois, et donc un business qui, sur le papier en tout cas, a l'air très très sain. C'est le genre de conclusion et c'est le genre d'analyse que vous devez faire pour votre business dès que vous avez un peu de data et d'historique, afin de vraiment comprendre les différentes mécaniques et comment est-ce que les utilisateurs utilisent votre application. Maintenant, on va parler des outils qui vont permettre d'implémenter tout ça au sein de votre startup. Le meilleur outil pour moi sur le marché pour faire de l'analyse de cohorte, c'est clairement Mixpanel. Alors Mixpanel, c'est un outil qui est event-based. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez envoyer des événements à Mixpanel pour ensuite faire des analyses et faire par exemple de l'analyse de cohorte. Donc vous allez par exemple envoyer un événement à chaque fois qu'un nouvel achat se passe sur la plateforme. Et donc c'est un outil qu'on utilisait chez Take It Easy pour par exemple faire l'analyse de la LTV des différents channels d'acquisition qu'on avait. Et pour vous donner un exemple très concret, les personnes qui venaient en disant des promo codes sur Take It Easy
avait un LTV qui était bien moins important que les utilisateurs qui venaient via d'autres chaînes d'acquisition. Et donc là, il y a clairement une question à se poser par rapport au CAC des promo-codes qui étaient déjà très élevés et la LTV de ces utilisateurs qui était plus faible que les autres utilisateurs qui venaient via d'autres channels. Et donc le CAC tout seul, c'est jamais assez pour prendre une décision lorsque vous faites votre budget marketing. Il faut toujours regarder, lorsque vous avez assez de données, assez d'historique, combien est-ce que ces utilisateurs-là vont dépenser sur votre plateforme et combien est-ce qu'ils vont dépenser pour être sûr que la balance CAC et la balance LTV est toujours respectée. Donc ça, c'est le premier outil Mixpanel qui est vraiment super complet. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, pour analyser le CAC LTV, c'est vraiment top. Et l'autre qui est mon préféré, même si un peu plus compliqué à mettre en place et un peu plus compliqué à utiliser, c'est BIM. L'avantage de BIM, c'est que vous allez vous plugger sur toutes des data sources existantes. Donc vous allez dire, OK, on va prendre les informations qui viennent de mon report Facebook Ads, l'information qui vient de Google Analytics, l'information qui vient de mon report de Google Ads, l'information qui vient de ma base de données, et puis on va compiler tout ça et on va faire des grands rapports, que ce soit l'analyse de cohorte ou l'analyse de CAC ou LTV. L'avantage de BIM par rapport à Mixpanel, c'est que, a priori, vous n'avez perdu aucune donnée vu que vous vous basez sur des sources de données existantes, alors que Mixpanel, vous allez devoir soit faire un import de toutes les datas que vous aviez jusqu'au moment où vous installez Mixpanel sur votre site, ou alors vous décidez de ne pas les prendre en compte et donc vous avez un historique qui n'est pas complet pour la vie de vos utilisateurs, alors que BIM, vous avez absolument tout qui est pris en compte vu que ça se base directement sur votre base de données. Et le dernier qui est vraiment un outil super puissant, c'est Segment. Alors Segment, ça vous permet de quoi? Ça vous permet, un peu comme Xpanel, de collecter des événements pour vos utilisateurs. Mais le gros avantage de Segment, c'est que vous pouvez configurer cet outil pour ensuite redistribuer les événements où vous voulez. Et donc ça a des intégrations avec énormément d'outils, comme Mixpanel, mais pas seulement. Et donc c'est quoi l'avantage de Segment? Ça veut dire que si du jour au lendemain, vous décidez d'arrêter Mixpanel, eh bien vous pouvez dire à Segment, ok, on arrête d'envoyer les événements Mixpanel et on renvoie tous les événements qu'on a traqués jusqu'à maintenant à Kissmetrics, par exemple, qui est un autre outil de tracking. Et en plus de ça, ben, on voit les nouveaux événements qui arrivent maintenant. Donc ça vous permet de switcher assez rapidement sur différents outils. Et donc c'est assez utile lorsque vous devez tester plusieurs outils et que vous n'êtes pas sûr de celui que vous allez utiliser. Mais si vous êtes sûr à 100% que Mixpanel est le bon fit pour vous, alors Segment n'a pas trop d'intérêt. Mais dans tous les cas, une fois que vous avez un peu de scale, ça vous permet très rapidement d'itérer et par exemple de tester un outil d'A/B testing ou de tester un autre outil vraiment d'acquisition pure, voilà, ce genre de choses. Donc Segment, c'est hyper puissant, un peu cher, mais ça vaut la peine si vous voulez avoir plus de flexibilité. Donc voilà, c'est tout pour cette masterclass Lean Square. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un email à tanguy.goretti@gmail.com. Et si jamais vous voulez avoir des conseils, par exemple, sur l'implémentation d'analyse de cohorte ou du CAC ou du LTV, encore une fois, vous pouvez me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Merci et à bientôt.